Le grondement des moteurs de moto a déchiré l'air paisible de l'après-midi comme le tonnerre. Tyler Johnson, 8 ans, s'est figé en plein mouvement, sa petite main serrant la laisse de son berger allemand. La meute de motards vêtus de cuir l'a encerclé sur le trottoir brûlé par le soleil, leurs ombres s'étendant longues et menaçantes sur le béton. Le chef, une montagne d'hommes avec une barbe poivre et sel et des bras couverts de tatouages délavés, a mis pied à terre, dominant l'enfant. « C'est ton chien, gamin ?» a-t-il grogné, les yeux plissés sous son bandana. Avant que Tyler puisse répondre, un nuage de gaz poivré a jailli de la main d'un autre motard, enveloppant le visage de l'enfant. Alors que Tyler s'effondrait à genoux, hurlant d'agonie, quelque chose d'inattendu s'est produit. La posture du berger allemand a changé. Les poils hérissés, les dents découvertes, ce n'était pas la réaction d'un animal de compagnie, mais la réponse calculée d'un chien policier entraîné. Les motards venaient de faire la pire erreur de leur vie et ils n'avaient aucune idée de qui les regardait de l'autre côté de la rue. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Riverdale, dans l'Ohio, ne figurait sur aucune carte touristique, une ville ouvrière où la fermeture de l'aciérie il y a 20 ans avait laissé des cicatrices économiques qui ne s'étaient jamais complètement cicatrisées. La rue principale était un patchwork de boutiques familiales, de fenêtres condamnées et de quelques chaînes de magasins qui avaient survécu à la récession. Le poste de police, un bâtiment trapu en briques des années 50, se dressait au centre de la ville comme une sentinelle usée. Le chef Robert Johnson avait grandi dans ces rues, était parti pour l'armée, puis était revenu servir la communauté qu'il avait élevée. À 45 ans, les rides de son visage s'étaient considérablement creusées au cours de l'année écoulée depuis qu'il avait perdu sa femme, Maria, d'un cancer du sein. C'était un homme grand et large d'épaules avec des yeux doux qui pouvaient devenir d'acier quand le devoir l'appelait. En tant que premier chef de police noir de Riverdale, il avait travaillé sans relâche pour établir la confiance entre le service et la communauté, en particulier dans les quartiers historiquement méfiants à l'égard des forces de l'ordre. Son fils, Tyler, était une version miniature de Robert, les mêmes yeux bruns pensifs, le même sourire à faussettes quand il riait, ce qui n'était pas arrivé souvent depuis qu'il avait perdu sa mère. À 8 ans, Tyler portait à la fois l'innocence de l'enfance et un chagrin trop lourd pour ses petites épaules. Son sac à dos contenait toujours la photo de famille prise lors de son dernier anniversaire avec sa mère, son corps mince enveloppé dans un foulard coloré pour cacher les effets de la chimiothérapie, son sourire radieux malgré la douleur. Max, le berger allemand, chien policier, était entré dans leur vie dans le cadre de la stratégie de guérison de Robert pour eux deux. L'animal intelligent était dans les dernières étapes de sa formation de police, mais passait ses soirées et ses week-ends avec la famille Johnson, formant un lien exceptionnellement fort avec Tyler. Le programme de formation canine du service permettait aux familles des policiers d'aider à socialiser les chiens, une idée de Robert qui s'était avérée thérapeutique pour son fils. De l'autre côté de la ville résidait Mike Thompson, chef du Steel Angels Motorcycle Club. À 53 ans, son visage buriné racontait des histoires de routes difficiles et de choix plus difficiles encore. Les tatouages recouvrant ses bras n'étaient pas simplement décoratifs. Chacun marquait un chapitre d'une vie compliquée. Inconnu de la plupart des habitants de Riverdale, Mike avait autrefois porté un insigne aux côtés de Robert avant que la désillusion ne l'amène à rendre son arme et à trouver la fraternité sur la route à la place. L'officier James Wilson était le plus récent ajout aux forces de l'ordre. À 26 ans, son uniforme repassé et sa posture rigide ne pouvaient cacher l'amertume qu'il ressentait. Dans son dos, ses collègues murmuraient à propos de son père, l'ancien chef dont le scandale de corruption avait ouvert la voie à la promotion de Robert. Les yeux froids de Wilson suivaient le chef Johnson partout, nourrissant des secrets et des ressentiments qui couvaient sous son insigne poli. Le matin du 12 mai s'est levé avec ce genre de soleil printanier parfait qui semblait presque cruel pour Tyler Johnson. Il y a un an aujourd'hui, il avait tenu la main de sa mère pour la dernière fois, alors que le cancer l'emportait. Le calendrier sur le réfrigérateur avait été marqué d'un petit cœur, le rappel du chef Johnson de leur visite prévue en soirée à l'endroit préféré de Maria dans le parc de Riverdale où il lâcherait des lanternes en papier à sa mémoire. « Tu es sûr que tu vas bien d'aller à l'école aujourd'hui, champion ?» a demandé le chef Johnson, plaçant un bol de céréales devant son fils. Le mur de la cuisine, toujours décoré du tournesol peint à la main par Maria, semblait les regarder tous les deux. Tyler a acquiescé en silence, mangeant ses céréales à la cuillère sans enthousiasme. « J'ai promis à maman que je serais courageux », a-t-il finalement murmuré. La radio du chef a crépité avec les premiers appels du matin. Il a ajusté son uniforme, le poids de son insigne, se sentant particulièrement lourd aujourd'hui.
Dis-toi que tu emmènes Max faire sa promenade après l'école. Vous deux, vous allez au parc et je vous y rejoins à 17 h. Nous aurons notre dîner spécial, comme nous l'avions prévu. Les yeux de Tyler se sont légèrement illuminés. Sortir Max était sa responsabilité préférée. Le berger allemand, entendant son nom, s'est avancé dans la cuisine et a frotté sa main contre le garçon. Il a un entraînement aujourd'hui, mais ils ont terminé à 15 h. L'officier Sarah le déposera chez Madame Peterson et tu pourras aller le chercher après l'école, a expliqué le chef, ébouriffant les cheveux de son fils. De l'autre côté de la ville, la routine matinale du dépanneur Quick Stop a été perturbée par une agitation. 3 jeunes hommes à moto étaient entrés dans le magasin, leurs vestes de cuir affichant le logo Reaper, des arrivants de Mike Thompson Steel Angels. Pendant que la caissière était distraite par 2 d'entre eux qui se disputaient bruyamment au sujet des prix des cigarettes, le troisième a glissé plusieurs bouteilles d'alcool dans sa veste. « Et, arrêtez-vous là !» a crié le propriétaire alors qu'il se précipitait dehors, les moteurs rugissant pour démarrer. L'officier intervenant était James Wilson, arrivé quelques minutes plus tard, bloc-notes à la main et ambition dans les yeux. C'était sa chance de se faire un nom, d'attraper des malfaiteurs que l'approche communautaire du chef Johnson laissait passer entre les mailles du filet. Ils étaient noirs, tous, a déclaré le propriétaire du magasin, un homme blanc plus âgé qui tenait l'endroit depuis 30 ans. Veste de cuir, moto, animaux, tous. Wilson a acquiescé, écrivant rapidement. Des signes distinctifs, tatouages, cicatrices. Le propriétaire a haussé les épaules. L'un d'eux avait un chien avec lui, un berger allemand, je crois. La description vague a suffi à Wilson, qui cherchait une excuse pour prouver que les politiques du chef échouaient. Il a émis une alerte générale, soyez à l'affût de suspects noirs avec une moto, possiblement accompagné d'un berger allemand. Approchez avec prudence. Pendant ce temps, la journée d'école de Tyler s'était éternisée dans un brouillard de souvenirs. Quand la cloche finale a sonné, il a marché les 3 pâtés de maison jusqu'à la maison de Madame Peterson, une voisine âgée qui avait été comme une grand-mère pour lui, même avant le décès de sa mère. Max attendait, remuant la queue frénétiquement, son gilet d'entraînement K9 enlevé pour son temps libre avec Tyler. Il s'est merveilleusement bien comporté à l'entraînement aujourd'hui, a déclaré Madame Peterson, tendant la laisse à Tyler. L'officier Sarah a dit qu'il était presque prêt pour la certification. Tyler a réussi son premier vrai sourire de la journée, attachant la laisse au collier ordinaire de Max. Nous allons au parc. Max, papa nous y retrouve. La promenade jusqu'au parc de Riverdale les a conduits dans la rue principale, devant la rangée de petites entreprises. Tyler n'a pas remarqué le regard suspicieux de l'officier Wilson, qui était assis dans sa voiture de patrouille à l'intersection, passant en revue le rapport de vol. Ce que Wilson a vu correspondait parfaitement à son récit préconçu, un homme noir avec un berger allemand marchant à seulement 3 pâtés de maison de la scène du crime. Au même moment, Mike Thompson et 4 membres des Steel Angels revenaient d'une randonnée caritative pour l'hôpital pour enfants, à 2 comtés de là. Le rugissement de leur moto a fait tourner les têtes comme toujours alors qu'ils se garaient sur le stationnement du Eddie's Diner, juste en face de l'endroit où Tyler marchait avec Max. Mike a remarqué la voiture de police en premier. Ses vieux instincts ne se sont jamais tout à fait estompés, puis il a vu le regard de Wilson fixé sur le garçon. Quelque chose dans la posture de l'officier a sonné l'alarme dans l'esprit de Mike. « Attendez, les gars » a-t-il dit à son équipage en descendant de moto. « Quelque chose ne va pas. » Wilson est sorti de sa voiture de patrouille, la main déjà sur son aérosol au poivre, pas sur son arme, expliquera-t-il plus tard, parce qu'il ne voulait pas que la situation dégénère inutilement. Il s'est approché de Tyler par derrière. « Et, toi, arrête-toi là » a crié Wilson. Tyler s'est retourné, confus. Les oreilles de Max se sont dressées, sa posture changeant subtilement. « Monsieur l'officier, ai-je fait quelque chose de mal ?» a demandé Tyler, sa voix petite et effrayée. « Où étiez-vous il y a environ 1 heure ?» a exigé Wilson en se rapprochant. « J'étais à l'école » a répondu Tyler, sa lèvre inférieure commençant à trembler. « J'emmène juste Max au parc pour retrouver mon père. »« Votre père, hein ? Et qui est-ce » Le ton de Wilson était moqueur, incrédule. « Le chef Johnson, c'est mon père » a dit Tyler en se redressant. Quelque chose a traversé le visage de Wilson, de l'incrédulité, puis une sombre satisfaction. « Bien sûr, et moi, je suis le maire. » Il a tendu la main vers le sac à dos de Tyler. « Voyons ce que tu as là-dedans. » Max a grogné un avertissement sourd.
Wilson a immédiatement détaché son aérosol au poivre. Contrôle ton chien, gamin, sinon ça va mal tourner. De l'autre côté de la rue, Mike Thompson a fait signe à l'un de ses motards qui a commencé à filmer avec son téléphone. Les autres motards se sont déployés, se rapprochant de la confrontation. Ce n'est qu'un enfant, pour l'amour de Dieu, a murmuré Mike en voyant la position agressive de l'officier. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit dans un flou de mouvement. Tyler, essayant de calmer Max, a bougé sa main vers le chien. Wilson, interprétant cela comme une menace, a déclenché un jet de gaz poivré qui a atteint Tyler et Max au visage. Le cri d'agonie du garçon a déchiré le bruit de la rue comme un couteau. Max, malgré la brûlure dans ses yeux, ne s'est pas enfui ni n'a attaqué. Au lieu de cela, son entraînement s'est déclenché alors qu'il se positionnait entre Tyler et la menace perçue, répétant le modèle d'alerte spécifique qu'on lui avait appris à utiliser pour protéger un officier à terre. Mike Thompson et ses motards se sont précipités vers l'avant juste au moment où Tyler s'effondrait à genoux, haletant pour respirer, son visage devenant rouge de façon alarmante, une réaction bien plus grave qu'une exposition typique au gaz poivré. « Il ne peut pas respirer », a crié Mike, atteignant le garçon en premier. Il fait une réaction allergique. La main de l'officier Wilson s'est figée sur sa radio alors qu'il regardait le garçon se tordre sur le trottoir. Ce n'était pas censé arriver. Un simple interrogatoire avait dégénéré en quelques secondes et maintenant le berger allemand se tenait au-dessus de l'enfant, son entraînement évident dans chaque ligne de son corps rigide. Le chien n'attaquait pas, il protégeait. « Reculez !» a crié Wilson à Mike Thompson qui était déjà agenouillé à côté de Tyler. « C'est une affaire de police. » Le visage buriné de Mike s'est durci alors qu'il ignorait l'ordre, retournant doucement Tyler sur le côté alors que la respiration sifflante du garçon devenait plus laborieuse. La plaque rouge et enflée sur le visage de Tyler racontait une histoire bien au-delà d'une réaction normale au gaz poivré. « Cet enfant fait une anaphylaxie », a dit Mike avec la certitude de quelqu'un qui l'avait déjà vu. « Il a besoin d'épinéphrine maintenant. » Ses doigts ont bougé vers le cou de Tyler, vérifiant son pouls. Bon sang, il bat la chamade. Que quelqu'un appelle une ambulance. L'une des motardes, une femme avec des cheveux gris et un écusson de paramédic sur sa veste de cuir, s'est avancée à travers la foule grandissante de spectateurs. « Je suis certifiée, laissez-moi passer. » Elle portait une petite trousse médicale de sa sacoche, s'agenouillant à côté de Tyler alors que Max gémissait d'anxiété. Wilson s'est avancé, la main maintenant sur son étui. « Baissez-vous, vous tous. C'est une situation d'arrestation. » Arrestation ? La voix de Mike a résonné à travers la rue. C'est un enfant, espèce d'idiot. Regarde son sac à dos. Il y a des dinosaures dessus. La foule s'était agrandie, des téléphones cellulaires enregistrant sous tous les angles. Parmi eux se trouvait Diane Miller, une journaliste locale qui prenait un café au restaurant lorsque l'agitation a éclaté. Son caméraman diffusait déjà en direct sur la page de médias sociaux de la station. Nous sommes ici sur la rue principale où un officier vient de vaporiser du gaz poivré sur ce qui semble être un jeune garçon, a raconté Diane, gardant ses distances mais s'assurant que sa caméra capte tout. L'enfant semble être en détresse médicale. La motarde paramédicale avait ouvert sa trousse, en sortant un stylo à adrénaline. Il est allergique à quelque chose dans ce gaz. Sa gorge se referme. Elle s'est tournée vers Wilson. Quelle marque avez-vous utilisée? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Wilson a reculé d'un pas, soudain incertain. Standard. Je ne sais pas. Je ne connais pas les ingrédients. C'est le fils du chef Johnson, a dit Mike assez fort pour que les caméras l'entendent. Ce chien est un chien policier. Les mots ont frappé Wilson comme un coup physique. Il a regardé à nouveau le berger allemand, remarquant pour la première fois les subtiles différences de comportement qui marquaient un chien policier entraîné professionnellement. Son esprit a parcouru le briefing du matin, n'y avait-il pas eu quelque chose à propos de la formation K9 aujourd'hui? Il n'avait pas fait attention, se concentrant plutôt sur le rapport de vol. Ça ne peut pas être vrai, a balbutié Wilson, mais le doute s'était déjà insinué dans sa voix. La paramédicale a administré l'injection d'épinéphrine dans la cuisse de Tyler à travers son jean. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. Cela ne fera que nous donner du temps. Max, maintenant une position protectrice, s'est mis à aboyer 3 fois d'une manière caractéristique, signal d'assistance d'un officier, puis à regarder dans la rue avec insistance. Quelques secondes plus tard, une voiture de police a tourné au coin de la rue, les lumières clignotant,
mais la sirène silencieuse. L'officier Sarah Collins était derrière le volant, son visage se transformant d'une patrouille de routine à l'horreur en voyant la scène. « Tyler » a-t-elle halté, sautant de la voiture et se précipitant vers l'avant. Max l'a immédiatement reconnu, reculant pour lui permettre d'accéder au garçon, tout en maintenant sa garde contre Wilson. Sarah s'est accroupie à côté de Tyler, dont la respiration s'était légèrement apaisée grâce à l'épinéphrine, mais restait dangereusement difficile. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé en regardant de Mike à Wilson. L'officier Wilson l'a vaporisé avec du gaz poivré, a expliqué Mike, sa voix contrôlée mais vibrant de colère. L'enfant fait une réaction allergique. La tête de Sarah s'est redressée pour fixer Wilson avec incrédulité. « Tu as fait quoi ?» C'est le fils du chef. Il a 8 ans. Le visage de Wilson était devenu cendré. Il y a eu un vol, description du suspect avec un berger allemand. Les mots ont dégringolé de façon incohérente. J'ai déjà appelé une ambulance, a dit Mike à Sarah, ignorant complètement Wilson, mais nous avons 6 motos prêtes à escorter, si vous voulez l'emmener dans votre voiture, ça pourrait être plus rapide. Sarah a acquiescé brusquement. Décision prise, aidez-moi à le mettre à l'arrière. Elle s'est tournée vers Wilson, sa voix glaciale. Restez ici, ne partez pas. Quand le chef arrivera, vous vous expliquerez à lui. La mention du chef Johnson a semblé déclencher quelque chose chez Wilson. Sa main a tremblé alors qu'il rengainait son arme. Je suivais la procédure. La description correspondait. Un enfant ? La voix de Sarah a tranché comme une lame. Vous pensiez qu'un garçon de 8 ans avait volé un magasin ? Alors qu'il déplaçait soigneusement Tyler dans la voiture de police, Max a sauté à côté de lui, refusant de le quitter. La paramédicale motarde est également montée à bord, surveillant les signes vitaux de Tyler. Sarah a claqué la porte et s'est tournée vers Mike. « Merci », a-t-elle dit simplement. « Suivez-nous. » Mike a acquiescé, signalant à son équipage. « Nous allons dégager la route devant. » Wilson a regardé impuissant la voiture s'éloigner, escortée par les motos tonitruantes. Les murmures de la foule étaient devenus hostiles, les téléphones enregistrant toujours chacun de ses mouvements. Diane Miller s'est approchée, le microphone tendu. « Monsieur l'officier, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez vaporisé du gaz poivré sur un enfant qui semble être le fils du chef de police Johnson ?» Wilson a reculé. Pas de commentaire. C'est une affaire de police en cours. L'enfant résistait-il à son arrestation ? A insisté Diane. Des témoins disent qu'il promenait simplement son chien. Ce chien est la propriété de la police, a dit Wilson, s'accrochant à tout ce qui pourrait justifier ses actions. Une unité K9. Il n'aurait pas dû être avec un civil. Une nouvelle voix a percé la tension. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Toutes les têtes se sont tournées pour voir Madame Peterson se frayer un chemin à travers la foule, s'appuyant sur sa canne. Le visage normalement doux de la vieille dame était crispé par la fureur. Ce garçon a l'autorisation de manipuler Max dans le cadre du programme de familiarisation K9 du service, a-t-elle déclaré clairement. Son père, notre chef de police, a lancé le programme pour aider les enfants à surmonter la peur des chiens policiers. De plus, aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de sa mère. Il allait retrouver son père au parc pour se souvenir d'elle. Un halètement collectif a traversé les spectateurs. Le caméraman de Diane a zoomé sur le visage de Wilson alors que le plein impact de ses actions commençait à se faire sentir. De retour au poste, le centre de répartition essayait frénétiquement de joindre le chef Johnson, qui avait éteint sa radio pendant qu'il assistait à une réunion privée avec le maire sur les initiatives de police communautaire. Au moment où il a vérifié ses messages, 20 minutes plus tard, la vidéo de son fils s'effondrant dans la rue principale avait déjà été visionnée 10 000 fois. Le téléphone du chef a sonné alors qu'il se précipitait vers son véhicule. C'était Sarah. « Robert, c'est Tyler », a-t-elle dit, enfreignant le protocole en utilisant son prénom. « Nous sommes à l'hôpital Mémorial. Il est stable, mais, elle a marqué une pause, vous devez venir ici maintenant. » Alors que la sirène du chef hurlait à travers la ville, l'officier Wilson était assis seul dans sa voiture de patrouille, regardant sa carrière et sa vendetta s'effondrer simultanément, inconscient que ce n'était que le début de révélation qui allait ébranler Riverdale jusqu'à la moelle. Les portes de l'entrée des urgences de l'hôpital Mémorial se sont ouvertes alors que le chef Robert Johnson entrait, toujours en uniforme complet, son visage, un masque de panique contrôlé.
Les lumières fluorescentes se reflétaient sur son insigne, alors que les infirmières et les préposés s'écartaient, reconnaissant à la fois son autorité et son angoisse. La salle d'attente s'est tue, les conversations s'éteignant en pleine phrase, alors que tous les regards suivaient son chemin déterminé vers le bureau d'accueil. « Mon fils, Tyler Johnson », a-t-il dit, sa voix grave, tendue par la retenue. « Il a été amené ici. » Le chef Sarah Collins est apparu au coin de la rue, son uniforme froissé et son expression grave. Par ici, il est stabilisé. Robert l'a suivi à travers des portes doubles dans la section des urgences pédiatriques. « Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah ? Votre appel a été coupé et le centre de répartition a mentionné quelque chose à propos de Wilson et du gaz poivré. » Le rythme de Sarah a ralenti et elle s'est tournée pour faire face à son supérieur, son ami depuis 15 ans. « Robert, Wilson a pris Tyler pour un suspect de vol. Il l'a vaporisé avec du gaz poivré, lui et Max, dans la rue principale. Tyler a eu une grave réaction allergique. Elle a pris une inspiration. Si ces motards n'avaient pas été là avec des fournitures médicales. » Le visage du chef s'est assombri, sa mâchoire se crispant alors qu'il traitait ses mots. « Wilson a fait ça à mon garçon ?» Sarah a acquiescé, puis a ajouté « Max l'a protégé. Il n'a pas pu le quitter, même dans l'ambulance. Ils l'ont dans la salle de pause du personnel. Ils ne l'emmèneront pas au chenil. » Ils ont atteint une pièce où un médecin sortait justement, griffonnant sur un dossier. À travers la fenêtre, Robert pouvait voir Tyler allongé dans un lit, son petit visage enflé et rouge, un masque à oxygène couvrant son nez et sa bouche. Une perfusion intraveineuse courait dans son bras et à côté du lit, assis droit et alerte, se trouvait Max, chef Johnson, l'a salué le médecin avec solennité. « Je suis le docteur Patel. Votre fils a eu une grave réaction allergique à la capsaïcine dans le gaz poivré, compliquée par son asthme. » Asthme ? Le front de Robert s'est plissé. Il n'a pas d'asthme. L'expression du docteur Patel s'est adoucie. Parfois, ce n'est pas diagnostiqué jusqu'à ce qu'il soit déclenché par un événement stressant. L'anniversaire du décès de sa mère a peut-être contribué à sa vulnérabilité physique aujourd'hui. Robert a fermé les yeux brièvement, le visage de Maria clignotant dans sa mémoire. Elle avait de l'asthme aussi. Un autre morceau d'elle qui vivait en leur fils. « Puis-je le voir ? » Bien sûr. Il est sédaté mais stable. Nous le garderons toute la nuit pour observation. À l'intérieur de la pièce, Robert s'est approché lentement du lit, comme s'il craignait que sa présence puisse en quelque sorte causer plus de mal. La queue de Max a cogné une fois en signe de reconnaissance, mais le chien n'a pas quitté son poste. Robert a posé sa main doucement sur le front de Tyler, repoussant les boucles du garçon, notant à quel point il avait l'air petit et vulnérable au milieu de l'équipement hospitalier. « Je suis là maintenant, mon fils, » a-t-il murmuré. « Papa est là. » Une gorge s'est éclaircie derrière lui. Robert s'est retourné pour trouver Mike Thompson debout dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante semblant trop grande pour le cadre stérile de l'hôpital. « Ils m'ont dit que vous étiez arrivé, » a dit Mike, sa voix rauque, étrangement hésitante. « Je pensais que vous devriez savoir que mes gens sont toujours dehors, surveillant les choses. » Robert a étudié le visage du motard, l'homme qu'il avait autrefois bien connu avant que les insignes et les dépressions ne les aient divisés. « Sarah dit que vous étiez là, que vous avez aidé mon garçon. » Mike a haussé les épaules, mal à l'aise avec la gratitude. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non, Robert a secoué la tête. Pas n'importe qui. La plupart des gens se seraient éloignés. Il a tendu la main. « Merci. » Mike a fixé la main tendue pendant un long moment avant de la prendre d'une poignée ferme. « Le gamin a un bon chien là, l'a bien entraîné. » « Il n'a pas entraîné Max, » a répondu Robert, un sourire fantomatique traversant son visage. Ils se sont entraînés l'un l'autre. Le moment a été interrompu par une agitation dans le couloir. Robert a reconnu les voix élevées immédiatement, le capitaine Rivera, chef des affaires internes, et quelqu'un qui ressemblait étrangement au maire Franklin. « Le devoir appelle » a-t-il dit à Mike, son expression se durcissant à nouveau. « Tu restes dans le coin. » Mike a acquiescé. « Je n'ai pas d'endroit où aller de mieux. » Dans le couloir, la situation se détériorait rapidement. Le maire Franklin, un homme corpulent avec des paumes perpétuellement moites et des ambitions politiques bien au-delà de Riverdale, gesticulait vivement vers le capitaine Rivera. « Il faut que ce soit contenu » insistait le maire. « Les apparences sont désastreuses. Officier impliqué, fils du chef, composante raciale.
Nous devons prendre les devants. Le capitaine Rivera, un officier de carrière qui avait vu 3 mères venir et repartir, a maintenu son attitude professionnelle. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire, nous suivons le protocole. L'officier Wilson a été mis en congé administratif en attendant l'enquête. Enquête ? La voix du maire s'est élevée. C'est déjà partout sur les médias sociaux. La moitié de la ville filmait. Robert s'est avancé, sa présence attirant immédiatement leur attention. Quelle est la situation ? Le capitaine Rivera s'est redressé. Chef, l'officier Wilson a été arrêté au poste. Le propriétaire du dépanneur a rétracté sa description des suspects, admettant qu'il n'avait jamais clairement vu leur visage. Et elle a hésité. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons eu un autre incident. Quel genre d'incident ? Robert a senti une crainte familière s'installer dans son estomac. Un autre mineur noir a été arrêté pour le même vol environ 30 minutes avant que votre fils ne soit confronté. Williams et Harris l'ont amené. L'expression de Robert n'a pas changé, mais ceux qui le connaissaient bien auraient reconnu l'éclat dangereux dans ses yeux. Vous êtes en train de me dire que nous avons 2 mineurs détenus pour le même crime, sur la base de quelles preuves ? C'est justement ça, monsieur, a continué Rivera. Il n'y a aucune preuve pour aucun des deux. La caméra de sécurité du magasin était brisée la semaine dernière. Nous n'avons rien d'autre que la déclaration du propriétaire, qui ne cesse de changer. Le maire Franklin a interrompu. C'est exactement pourquoi nous devons contrôler le message. Si le mot se répand que nous détenons des enfants noirs sans preuve, alors peut-être devrions-nous arrêter de détenir des enfants noirs sans preuve, a coupé Robert froidement. Il s'est retourné vers Rivera. Libérez l'autre garçon immédiatement, toutes nos excuses, ramenez-le à la maison en voiture, tout le tralala. Et je veux Wilson dans mon bureau dès mon retour. Mais, la voix de Rivera s'est abaissée. Il y a eu une certaine résistance. Les officiers Daniels et Lopez se sont exprimés avec véhémence pour soutenir Wilson. Ils prétendent qu'il a suivi le protocole sur la base des informations qu'il avait. Résistance ? A répété Robert avec incrédulité. À un ordre direct ? Le système d'appel d'infirmières de l'hôpital a retenti doucement, appelant un médecin à un autre étage. Dans le silence momentané qui a suivi, Robert a pris conscience de la publicité de leur conversation. Le personnel médical et les visiteurs regardaient avec un intérêt non dissimulé. « Mon bureau » a-t-il dit doucement à Rivera et au maire. Salle de conférence au bout du couloir. Alors qu'il s'éloignait, Sarah s'est approchée en provenance de la chambre de Tyler. « Chef, il y a une équipe de tournage dans le stationnement, dit Anne Miller de Channel 5. Elle était là quand c'est arrivé, elle a tout enregistré. » Robert a acquiescé, pas surpris. « Dites-lui que je ferai une déclaration après avoir pris des nouvelles de mon fils et réglé cette situation. » Pas de commentaires d'ici là. À l'intérieur de la petite salle de conférence de l'hôpital, Robert a fermé la porte et a fait face au maire et à Rivera. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'apparence ou de récit. Mon fils a été agressé par un officier sous mes ordres sur la base d'un profilage racial. Un autre enfant est assis dans une cellule pour la même non-raison. Cela cesse maintenant. Le maire Franklin a essuyé son front avec un mouchoir. Bien sûr, c'est terrible ce qui est arrivé à Tyler, personne ne le conteste, mais nous devons tenir compte de la réputation du service, de l'image de la ville. La réputation du service ? La voix de Robert restait calme, mais les deux auditeurs sentirent la température de la pièce chuter. Notre réputation devrait reposer sur la justice et la protection des innocents. Si ce n'est pas ce que nous faisons, alors notre réputation mérite d'en souffrir. Rivera, sentant la tension, tenta de détourner la conversation. Nous avons examiné les images de la caméra corporelle de l'agent Wilson. Elle a été activée pendant l'incident. L'attention de Robert se porta immédiatement sur ce point. Et mon Dieu, on y voit Wilson approcher Tyler par derrière. Le garçon s'est clairement identifié comme étant votre fils. La réaction de Wilson suggère qu'il ne l'a pas cru. Et puis, il a agressé mon enfant, termina Robert. Où sont ces images maintenant? Sécurisées comme preuve. Mais monsieur, hésita Rivera. Il y a quelque chose d'étrange. Wilson mentionne spécifiquement tel père, tel fils. À un moment donné, cela semblait personnel. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Robert avec une clarté écœurante. James Wilson, fils de l'ancien chef Wilson,
que Robert avait dénoncé pour corruption il y a 5 ans, ce qui avait entraîné le renvoi du père et la promotion de Robert. Il savait que le jeune homme nourrissait du ressentiment, mais n'avait jamais imaginé que cela se manifesterait par de la violence contre sa famille. Je veux le dossier personnel de Wilson, le dossier de son père et toutes les affaires dans lesquelles l'un ou l'autre a été impliqué concernant des mineurs, ordonna Robert. Et mettez-moi le juge Hansen au téléphone. Je veux un mandat de perquisition pour les appareils personnels et le domicile de Wilson. Alors que Rivera prenait des notes, le maire se tortilla mal à l'aise. N'est-ce pas excessif? Il a fait une erreur, certes, mais une erreur. Le contrôle de Robert finit par céder. Mon fils est allongé sur ce lit d'hôpital parce qu'un agent avec une rancune a vu une occasion de se venger. Ce n'est pas une erreur, monsieur le maire, c'est de la préméditation. Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière passa la tête. Chef Johnson, votre fils vous demande. Il s'est réveillé. Robert se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, se retournant. Mère Franklin, je comprends vos inquiétudes concernant l'image de la ville, alors laissez-moi vous aider avec ça. Sa voix était dangereusement douce. Soit vous êtes à mes côtés pour la justice et la transparence, soit vous vous préparez à expliquer aux électeurs pourquoi vous avez défendu un agent corrompu au détriment d'un enfant innocent. Votre choix. Il partit sans attendre de réponse, suivant l'infirmière jusqu'à la chambre de Tyler. Dehors, devant la porte, il prit une profonde inspiration, se recomposant. Tyler avait besoin de son père maintenant, pas du chef de la police. À l'intérieur, Tyler était légèrement relevé, le masque à oxygène remplacé par une canule nasale. Max restait à son poste, les oreilles dressées lorsque Robert entra. Les yeux du garçon, qui ressemblaient tant à ceux de Maria, étaient vitreux à cause des médicaments, mais s'illuminèrent quand il vit son père. « Papa », la voix de Tyler était rauque. « Tu es venu. » Robert s'assit prudemment sur le bord du lit, prenant la main de son fils. « Bien sûr que je suis venu. »« Comment te sens-tu, mon pote ?»« Ça fait mal, » admit Tyler, aux yeux et à la gorge. Il regarda anxieusement son père. « Je n'ai rien fait de mal, papa. J'allais juste au parc avec Max, comme tu l'as dit. »« Je sais, » lui assura Robert, « tu n'as rien fait de mal du tout. » Le regard de Tyler se porta sur l'embrasure de la porte où Mike Thompson se tenait maladroitement, ayant suivi Robert. « Cet homme m'a aidé. Il a fait cesser la brûlure. » Robert fit signe à Mike d'entrer dans la pièce. « Voici un vieil ami à moi, monsieur Thompson. » Mike s'approcha lentement. Sa présence intimidante habituelle s'adoucit lorsqu'il s'adressa au garçon. « Tu as un bon chien, mon garçon, vraiment protecteur. » Tyler esquissa un petit sourire. « Max est le meilleur. Il va devenir un chien policier comme ceux avec lesquels papa travaille. Il se comporte déjà comme tel, » commenta Mike. « Il ne t'a jamais quitté, même dans l'ambulance. » Une nouvelle voix se joignit à la conversation depuis le couloir. C'est parce que Max s'est imprégné de Tyler. C'est rare, mais cela arrive parfois avec les chiens qui se lient à la famille d'un maître. L'agente Sarah Collins entra, portant un petit sac de voyage, apportant des choses de la maison pour vous deux, expliqua-t-elle, en le déposant. Son regard s'attarda sur Mike, la curiosité étant évidente. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis l'agente Collins. Mike Thompson, répondit-il, puis ajouta avec une légère pointe d'amertume, ancien agent Thompson, Riverdale, police département, 1998 à 2006. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement en signe de reconnaissance. Vous étiez le partenaire de Robert pendant les affaires de Westside. Un silence malaisé s'installa alors que l'histoire semblait remplir la pièce. Tyler regarda les adultes, sentant une tension qu'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce que ça veut dire imprégné ?» demanda-t-il, brisant le moment. « Avec Max ?» Sarah sembla soulagée par le changement de sujet. « Cela signifie qu'il te considère comme faisant partie de sa meute, quelqu'un à protéger. C'est en fait une bonne chose pour les chiens policiers de se lier à la famille de leur maître. » Pendant qu'il parlait, le téléphone de Robert vibra avec un texto de Rivera. Wilson refuse avocat, dit qu'il veut vous parler personnellement, maire fait pression pour une résolution rapide. Présence médiatique croissante. Robert jeta un coup d'œil à Tyler, qui posait maintenant des questions à Mike sur sa moto. Momentanément distrait de son épreuve, il sortit dans le couloir en composant le numéro de Rivera. « Dites à Wilson que je le verrai demain, ordonna-t-il.
Pas de traitement spécial, il reste en détention toute la nuit. Monsieur, la voix de Rivera était prudente. Il y a eu des développements. Lopez et Daniels ont déposé une objection formelle à la détention de Wilson, affirmant que vous avez un conflit d'intérêts. Et quelqu'un a fait fuiter les images du dépanneur à la presse. Quelles images? Vous avez dit que les caméras étaient cassées. Elles l'étaient, confirma Rivera. Mais apparemment, le magasin d'à accent grave coté avait une caméra extérieure qui a capturé les vrais auteurs, clairement 3 adolescents blancs sur des vélos de sport, pas des motos. Ils portent des vestes de sport de West Side High. Robert ferma les yeux, traitant cette information. Il n'y a donc jamais eu de validité à la description du propriétaire, aucune. Rivera acquiesça. Et monsieur, l'autre garçon qui a été arrêté, Marcus Taylor, sa mère a déjà contacté un avocat. Diane Miller l'interviewe en direct en ce moment. À l'extérieur de la chambre de Tyler, Robert regarda le personnel de l'hôpital changer de service, la vie poursuivant son cours normal malgré le chaos qui se déroulait à travers la ville. À travers la fenêtre, il pouvait voir son fils parler avec animation à Mike, les médicaments contre le traumatisme créant une bulle de calme temporaire avant l'inévitable tempête émotionnelle à venir. Sarah le rejoignit dans le couloir, le département se divisant en deux. « Robert, dit-elle doucement, la moitié vous soutenant, l'autre moitié défendant Wilson. »« Ça devient moche au poste, laissez faire, » répondit Robert, sa détermination se renforçant. « Peut-être qu'il est temps de voir où chacun se situe réellement. » Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une alerte d'actualité. Il l'ouvrit pour voir Diane Miller debout devant le poste de police, le microphone à la main. Ici Diane Miller, en direct du quartier général de la police de Riverdale, où des sources confirment que l'agent James Wilson, fils de l'ancien chef de police déshonoré Edward Wilson, est détenu après avoir aspergé de gaz poivré Tyler Johnson, 8 ans, fils de l'actuel chef Robert Johnson. Nous parlons également avec Dorothy Taylor, mère d'un autre mineur détenu à tort aujourd'hui dans ce qui semble être une tendance au profilage racial. Robert éteignit le téléphone, le fourrant dans sa poche. « Reste avec Tyler, dit-il à Sarah. Je dois retourner au poste avant que ça n'empire. »« Et Max ?» demanda Sarah. Robert jeta un coup d'œil dans la pièce où le berger allemand restait vigilant à côté du lit de son fils. « Il reste avec Tyler. C'est là qu'il doit être en ce moment. » Alors que Robert se préparait à partir, Mike le suivit dans le couloir. « Ces 3 gamins sur les images de sécurité, dit-il doucement, ceux de West Side High, je reconnais la description. Ils sont liés au Reaper, le gang qui s'implante sur le territoire des Steel Angels. Il ne s'agit pas seulement d'un vol dans un dépanneur, Johnson. Quelque chose de plus gros se prépare. » Robert étudia le visage usé de son ancien partenaire, y voyant la sincérité. « Pourquoi tu me dis ça? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu as dit que tu en avais fini avec les problèmes de cette ville. » Le visage marqué de Mike révéla un rare aperçu de vulnérabilité. « Peut-être que voir ton enfant souffrir aujourd'hui m'a rappelé pourquoi on a mis l'uniforme en premier lieu. » Il tendit à Robert une carte de visite avec un numéro de téléphone griffonné au dos. « Oh, si tu as besoin d'yeux et d'oreilles là où l'uniforme ne peut pas aller. » Alors que Robert se dirigeait vers la sortie de l'hôpital, le poids de tout pesait sur lui, son fils blessé, un département en crise, une communauté sur les nerfs et maintenant, avec des alliés inattendus émergeant des ombres du passé, ce qui avait commencé comme un cas d'erreur sur la personne se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe, avec des racines remontant à travers des années d'histoire troublée de Riverdale. Dehors, les nuages de tempête qui s'amoncelaient reflétaient les pensées sombres de Robert. Il n'y aurait pas de lanterne commémorative pour Maria ce soir. Au lieu de cela, il mènerait une autre sorte de bataille en sa mémoire, une bataille pour l'âme du département, pour la justice, pour son fils et pour la vérité qui avait été enterrée trop longtemps sous la surface faussement paisible de Riverdale. 2 jours plus tard, l'hôpital mémorial se préparait à autoriser la sortie de Tyler Johnson. Le gonflement autour de ses yeux avait diminué, bien que des plaques rouges et irritées marquaient encore son petit visage comme des cicatrices de bataille. Le docteur Patel examina son dossier une dernière fois tandis qu'une infirmière retirait doucement le cathéter du bras de Tyler. Le garçon grimaça mais resta stoïque, un trait irrité de ses 2 parents. « La bonne nouvelle, c'est que tes poumons sont dégagés, » lui dit le docteur Patel. « Mais tu devras utiliser cet inhalateur si tu ressens une oppression dans ta poitrine. » Elle lui montra comment l'utiliser, puis se tourna vers le chef Johnson, qui n'avait pas quitté son fils d'une semelle, sauf pour de brefs retours au poste de police. «
Nous avons prescrit un anti-inflammatoire pour ses yeux et sa gorge. Le pharmacien vous expliquera tout. Robert acquiesça, son uniforme normalement impeccable montrant des signes des dernières 48 heures, des plis là où il ne devrait pas y en avoir, l'insigne légèrement terni par le manque de polissage. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux, témoignant de nuits blanches partagées entre le chevet de son fils et la crise croissante au sein du département. Quand pourra-t-il retourner à l'école ? Demanda Robert. Je recommanderais de le garder à la maison pour le reste de la semaine, répondit le docteur Patel, à la fois pour la guérison physique, et elle jeta un regard significatif à Tyler, puis de nouveau à Robert, pour l'ajustement émotionnel. Le chef comprit. Les cauchemars avaient déjà commencé, Tyler se réveillant en larmes la nuit précédente, haletant qu'il ne pouvait pas respirer, que la brûlure ne s'arrêterait pas. Max, qui avait obtenu la permission spéciale de rester dans la chambre d'hôpital, avait immédiatement pressé son corps contre le flanc du garçon, une encre vivante et chaude contre la marée de la peur. « Bien, jeune homme, dit le docteur Patel à Tyler avec un sourire, tu es officiellement libéré. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, respire profondément quand tu as peur, et c'est normal de parler de ce qui s'est passé. » Alors qu'il rassemblait les affaires de Tyler, Sarah Collins apparut dans l'embrasure de la porte, son expression tendue, « Chef, nous devons parler maintenant. » Robert reconnut l'urgence dans sa voix. Il s'agenouilla près de Tyler. « Je dois parler à l'agente Collins pendant 1 minute. Tu peux finir de faire tes bagages avec Max ?» Le berger allemand aidait déjà en poussant les chaussons de Tyler vers lui avec son museau. Dans le couloir, Sarah garda la voix basse. « Wilson a été libéré. » « Quoi ?» Le murmure de Robert était assez aigu pour qu'une infirmière qui passait jette un coup d'œil dans leur direction. « Sur l'autorité de qui ?» Le juge Michael a signé l'ordonnance il y a 1 heure. L'ordonnance était représentée par lui. Sarah nomma l'un des avocats de la défense les plus chers de Riverdale. Ils affirment que vous avez créé un environnement hostile en raison d'une vendetta personnelle. Le maire les soutient. La mâchoire de Robert se contracta. Le maire n'a pas autorité sur les affaires internes de la police. Il l'a quand la moitié des forces signe une pétition affirmant un billet de leadership. Sarah lui tendit un papier plié, il circulait dans le département hier soir et portait 23 signatures, dont celle des 3 lieutenants. Robert parcourut le document, reconnaissant les noms d'agents avec lesquels il avait travaillé pendant des années. La trahison le piqua, mais ne le surprit pas. Le changement révélait toujours où se trouvaient les vraies loyautés. Il y a plus, continua Sarah. Wilson a prévu une conférence de presse pour midi, devant le poste. Robert vérifia sa montre, 10h48 du matin. Il agit vite. Ce n'est pas tout. La cérémonie de certification K9 est toujours prévue pour aujourd'hui. Tu te souviens ? Robert avait complètement oublié. La certification annuelle du département, où Max était censé rejoindre officiellement l'unité, avait été prévue depuis des mois. L'annulation serait un autre désastre en matière de relations publiques par-dessus tout. Je vais m'occuper de Wilson, décida Robert. Emmène Tyler à la maison, garde Max avec lui. Sarah secoua la tête. Max doit être au protocole de certification. Avant que Robert ne puisse répondre, une agitation éclata au bout du couloir. Mike Thompson se fraya un chemin à travers l'entrée de l'hôpital, suivi de 3 membres des Steel Angels. Derrière eux venait Diane Miller et son équipe de tournage, posant des questions que Mike ignorait obstinément. « Quel nouveau cauchemar est-ce » murmura Robert. Mike les atteignit en premier, son expression étant sombre, « Vous devez voir ça. » Il tendit son téléphone vers Robert, affichant une publication sur les réseaux sociaux. On y voyait une photo de Tyler dans son lit d'hôpital, clairement prise sans permission, avec la légende « Le fils du chef simule des blessures pour attirer la sympathie ». Des sources disent « Un contrôle régulier est présenté comme une agression au gaz poivré ». « Qui a posté ça ?» demanda Robert, la fureur montant. « Compte anonyme créé hier. » Mais regarde l'arrière-plan. Mike zooma sur l'image. Sarah se pencha plus près. C'est pris de l'intérieur de la pièce, on peut voir l'équipement de surveillance. Quelqu'un du personnel de l'hôpital, se demanda Robert à voix haute, ou quelqu'un ayant accès à un uniforme, suggéra Mike avec insistance. L'implication planait dans l'air au moment où Tyler apparut dans l'embrasure de sa porte, son sac à dos serré contre sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la foule rassemblée de l'équipe de tournage, les tensions étant évidentes sur tous les visages adultes. Quelque chose chez le garçon sembla s'effondrer intérieurement.
Robert se précipita immédiatement pour protéger son fils des caméras. Pas d'interview. Mon fils est mineur. Diane Miller baissa légèrement son microphone. Chef Johnson, est-il vrai que l'agent Wilson a été libéré et affirme que les blessures de votre fils ont été exagérées à des fins politiques? La petite voix de Tyler vint de derrière la position protectrice de Robert. Papa, qu'est-ce qu'elle veut dire? L'ascenseur au bout du couloir sonna et l'agent James Wilson en sortit, accompagné de 2 agents en uniforme, Lopez et Daniels, et d'un homme en costume coûteux qui ne pouvait être que l'avocat Carter. Wilson portait toujours son insigne, une déclaration silencieuse de victoire. Le couloir de l'hôpital était devenu une scène, avec tous les principaux acteurs soudainement réunis dans une confrontation non planifiée. Le personnel médical et les patients se pressèrent contre les murs, regardant les yeux écarquillés le déroulement du drame. Wilson aperçut Robert et sourit, une expression froide et triomphante qui n'atteignit jamais ses yeux. « Chef Johnson, je venais juste rendre visite à votre fils, pour exprimer mes sincères regrets pour le malentendu. » Robert sentit Tyler se presser contre son dos, 2 petits doigts s'accrochant à son uniforme. Max se plaça entre eux et Wilson, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. « Ce n'est pas l'endroit, » répondit Robert, sa voix étant contrôlée malgré la fureur qui le brûlait. « Oh, je pense que c'est exactement l'endroit, » rétorqua Wilson, faisant un geste vers les spectateurs rassemblés. « La transparence, n'est-ce pas ce que vous prêchez toujours? Le public mérite de savoir comment vous avez manipulé cette situation pour votre propre agenda. » Mike Thompson s'avança, son imposante silhouette créant une barrière entre Wilson et les Johnson. « Vous avez aspergé de gaz poivré un enfant. Nous l'avons tous vu. J'ai la vidéo juste ici. » Il tapota la poche de sa veste. L'avocat de Wilson intervint avec douceur. Des images présumées qui auraient facilement pu être modifiées. Mon client répondait à une description de vol qui correspondait à ce qu'il avait observé, un enfant avec un sac à dos, Sarah contesta, avec un chien policier K9, qui correspondait à votre suspect de vol. Le caméraman de Diane Miller captura tout, la lumière rouge indiquant qu'ils étaient en train de diffuser en direct. L'avocat le remarqua et ajusta sa cravate, jouant soudainement pour un public au-delà de l'hôpital. Mon client a un dossier exemplaire. Le chef Johnson, d'autre part, a des antécédents documentés de parti pris contre l'agent Wilson en raison de rancune personnelle contre son père. La mention du père de Wilson fit frissonner la foule rassemblée. Les anciens habitants de Riverdale se souvenaient bien du scandale, l'ancien chef Edward Wilson ayant été contraint de démissionner après que des preuves de falsification de preuves et de pots de vin provenant d'entreprises locales eurent été mises au jour. Le docteur Patel se fraya un chemin à travers la foule grandissante, sa blouse blanche et sa présence autoritaire apaisant momentanément la tension. Ceci est un hôpital. Tous les griefs que vous avez doivent être réglés ailleurs. Cet enfant est mon patient et sa guérison est ma priorité. Tyler, qui était resté silencieux derrière son père, prit soudain la parole. Vous m'avez fait mal, sa voix était petite mais claire, dirigée vers Wilson. Je vous ai dit qui j'étais. Je vous ai dit que mon père était le chef. Vous avez ri et dit que vous vous en fichiez. Un silence se fit dans le couloir. Même la suffisance de Wilson vacilla momentanément. Je n'ai rien fait de mal, continua Tyler, sa voix gagnant en force. Max n'a rien fait de mal non plus. Vous avez dit que vous alliez lui faire mal aussi. L'avocat de Wilson posa une main d'avertissement sur le bras de son client, mais Wilson haussa les épaules. Les enfants exagèrent. Tout le monde le sait. J'ai approché un individu suspect correspondant à une description. Quand le chien est devenu agressif, Max n'est jamais devenu agressif, interrompit Sarah. J'ai examiné les images de la caméra corporelle. Il a agi exactement comme il a été entraîné, protégeant un civil en détresse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau et le capitaine Rivera en sortit, portant un dossier. Son visage laissa transparaître une surprise momentanée en voyant la foule rassemblée, mais elle se reprit rapidement, se dirigeant directement vers le côté de Robert. « Chef, dit-elle, sa voix étant professionnellement neutre. L'équipe de criminalistique a terminé son analyse des appareils personnels de l'agent Wilson conformément au mandat. Elle tendit le dossier. Vous voudrez voir ça immédiatement. L'expression confiante de Wilson vacilla. Ce mandat a été obtenu illégalement. Les droits de mon client, commença son avocat, ont été pleinement préservés. Rivera termina fermement. Le juge Hansen a estimé que les preuves étaient suffisantes pour une fouille légale. Robert prit le dossier et l'ouvrit,
en parcourant le contenu tout en gardant une main protectrice sur l'épaule de Tyler. Son expression se durcit à chaque page qu'il tourna. Finalement, il leva les yeux, son regard perçant celui de Wilson. Des textos entre vous et les agents Lopez et Daniels remontant à 3 mois, déclara froidement Robert, planifiant comment saper mon autorité, discutant de la façon de faire danser le singe. Est-ce votre terminologie préférée pour votre supérieur noir, Wilson? Wilson blêmit légèrement mais se reprit. Des conversations privées sorties de leur contexte. Et ça, Robert brandit une copie d'une image, la même photo de Tyler dans le lit d'hôpital qui avait été postée anonymement en ligne, envoyée depuis votre téléphone à un numéro de téléphone jetable avec des instructions sur le moment de la diffuser. Le couloir se tut alors que les implications s'installaient sur toutes les personnes présentes. Diane Miller se pencha en avant, le microphone tendu, capturant chaque mot. Le plus accablant de tous, continua Robert, sa voix étant dangereuse dans son calme, un texto à votre père datant d'hier, plan fonctionne. J'ai eu le gamin. Chef, ensuite, intervint précipitamment l'avocat de Wilson. Mon client ne répondra pas à des preuves présumées présentées de cette manière irrégulière. Nous aborderons ces fabrications au moment opportun. Mike Thompson laissa échapper un rire moqueur. Des fabrications? Tout est là en noir et blanc. Dites-moi, conseiller, vous êtes payé par Papa Wilson aussi? Parce que ça pue la vieille corruption qui reprend vie. L'avocat se hérissa. Monsieur Thompson, étant donné vos associations criminelles, mes associations criminelles. Mike s'approcha, dominant l'homme plus petit. Je dirige un club de moto qui recueille des fonds pour l'hôpital pour enfants, alors que votre client complotait de blesser un garçon de 8 ans. Lequel d'entre nous a le dessus moral ici? La tension dans le couloir atteignait un point de rupture quand Tyler toussa soudainement, un son rauque et dur qui attira immédiatement l'attention de Robert loin de la confrontation. Le visage du garçon était devenu pâle, sa respiration devenant laborieuse. Il fait une crise d'angoisse, dit le docteur Patel, se déplaçant rapidement vers le côté de Tyler. Nous devons le ramener dans une chambre. Alors que le personnel médical se précipitait pour aider Tyler, Max commença à aboyer avec insistance, le schéma spécifique qui indiquait qu'un agent était en détresse. Le son traversa le chaos, attirant l'attention de tous sur la véritable victime et la lutte de pouvoir qui se jouait devant eux. Wilson observa la scène se dérouler avec une expression qui passa du triomphe à l'incertitude. Pour la première fois, confronté aux conséquences directes de ses actions, un enfant luttant pour respirer à cause d'un traumatisme qu'il avait causé, quelque chose comme le doute traversa son visage. Robert s'agenouilla près de son fils, l'aidant à utiliser l'inhalateur. Le docteur Patel pressa dans ses mains, respire, Tyler, lentement et régulièrement. Je suis juste là. Mike Thompson se tourna vers Diane Miller, qui était toujours en train d'enregistrer. Vous avez tout ça? Assurez-vous que vos téléspectateurs voient ce qui se passe quand la haine et la vengeance deviennent plus importantes que la protection des innocents. La cérémonie de certification K9 était prévue pour 14 h cet après-midi dans le parc près du poste de police. Malgré les événements de la matinée, Robert avait insisté pour qu'elle se déroule comme prévu. Nous n'arrêtons pas de faire notre travail à cause d'un mauvais agent, avait-il dit à Rivera. La communauté doit voir que le département fonctionne toujours, qu'il sert toujours. À 13h30, une foule s'était rassemblée, plus nombreuse que d'habitude pour de tels événements, attirée par la dramatique diffusion en direct de l'hôpital le matin. Des fourgonnettes de presse bordaient le périmètre du parc. Des agents se tenaient en formation, certains visiblement mal à l'aise, d'autres fermes dans leur professionnalisme malgré la division dans leur rang. Robert arriva avec Tyler et Max, le garçon toujours pâle mais déterminé à assister à la cérémonie. Sarah marchait à leur côté, scrutant continuellement la foule. Mike Thompson et plusieurs Steel Angels se positionnèrent près du fond, une garde d'honneur vêtue de cuir qui attira des regards curieux de la part des citoyens rassemblés. Le maire Franklin s'approcha, la transpiration perlait sur son front malgré la température douce. Chef Johnson, un mot. Il jeta un coup d'œil significatif à Tyler. En privé. Tout ce que vous avez à me dire peut être dit devant mon fils, répondit Robert d'un ton égal. Il a déjà vu plus de la laideur du département qu'aucun enfant ne devrait. Le maire déglutit nerveusement. Le conseil est préoccupé par l'image du département après la scène de ce matin. L'avocat de Wilson menace d'une poursuite pour diffamation. Laissez-le faire, dit Robert. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Ces preuves ont été obtenues par des moyens discutables, insista le maire,
un juge qui vous est favorable, un mandat précipité, un mandat basé sur une cause probable, corrigea Robert. Et si vous suggérez que le juge Hansen a compromis son éthique parce que nous siégeons au même comité de bibliothèque, vous insultez l'un des juristes les plus respectés du comté. Avant que le maire ne puisse répondre, l'agent Lopez s'approcha, sa posture étant rigide. Chef, il est temps de commencer la cérémonie. Robert acquiesça. Tyler, pourquoi n'irais-tu pas avec l'agente Sarah? Elle te montrera où t'asseoir. Alors que Tyler s'éloignait avec Sarah et Max, Robert se tourna de nouveau vers le maire. J'ai soumis mon rapport au comité d'examen civil et au bureau d'enquête de l'État. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est hors de vos mains et des miennes. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des chiens à certifier. La cérémonie commença de manière assez traditionnelle, des discours sur la valeur de l'unité K9, des démonstrations de techniques de recherche et de sauvetage par les chiens vétérans. Mais quand vint le moment pour les nouveaux chiens de recevoir leur certification officielle, un murmure parcourut la foule, alors que l'agent Wilson apparut au bord du parc, accompagné de son avocat et d'un petit groupe de partisans. Robert, debout au podium, hésita momentanément avant de continuer. Max, principalement dirigé par l'agente Sarah Collins et en formation avec mon fils, Tyler, dans le cadre de notre programme de familiarisation communautaire, a rempli toutes les exigences pour la certification. Sarah conduisit Max vers l'avant, Tyler suivant d'un pas derrière. La posture du berger allemand était parfaitement contrôlée, son entraînement étant évident dans chaque mouvement. Mais quand Tyler s'arrêta au bord de la scène, Max hésita, visiblement tiraillé entre le devoir et son lien avec le garçon. Robert prit une décision rapide, « Tyler, rejoins-nous sur scène, s'il te plaît. » La foule murmura alors que le garçon montait les marches. Quelqu'un près du fond cria, « Laissez le gamin présenter l'insigne. » D'autres se joignirent à la suggestion, se répandant dans le public jusqu'à devenir un chant. Robert regarda Sarah, qui hocha la tête en signe d'approbation. Il s'agenouilla au niveau de Tyler. « Aimerais-tu faire les honneurs ?» Tyler acquiesça solennellement, acceptant l'insigne spécial K9 de son père. La foule s'étut tandis que le petit garçon s'approchait de Max, qui restait parfaitement immobile, ses yeux sombres fixés intensément sur l'enfant. « Max, » dit Tyler d'une voix étonnamment ferme qui portait à travers le parc, « tu m'as protégé quand j'avais peur. Maintenant, tu dois protéger tout le monde. » Il fixa soigneusement l'insigne sur le gilet d'entraînement de Max. Les applaudissements commencèrent spontanément, gonflant jusqu'à étouffer la tentative du maire de clore formellement la cérémonie. De sa position à l'arrière, Mike Thompson hocha la tête en signe d'approbation, son visage buriné affichant une rare émotion. Wilson, observant depuis la touche, se tourna pour partir, son moment de perturbation déjoué par la connexion authentique entre le garçon et le chien. Mais alors qu'il s'éloignait, Diane Miller se dressa sur son chemin, une équipe de tournage à sa suite. « Officier Wilson, avez-vous une réponse aux nouvelles preuves suggérant que vous avez délibérément ciblé le fils du chef Johnson? Et pouvez-vous expliquer ces messages textes faisant référence à un plan impliquant l'enfant ?» Le parc retomba dans le silence alors que toute l'attention se portait sur Wilson. Son avocat tenta d'intervenir, mais Wilson le repoussa, des années de ressentiment perçant finalement son masque. « Vous voulez connaître la vérité ?» La voix de Wilson porta à travers l'assemblée stupéfaite. « La vérité, c'est que Robert Johnson a détruit mon père, il lui a tout pris, sur la base de mensonges et de manœuvres politiques. Le grand chef Johnson, le héros de la communauté, a bâti sa carrière en ruinant la vie des autres. » Robert s'avança. « Votre père a ruiné sa propre carrière quand il a choisi d'accepter des pots de vin et de falsifier des preuves. J'ai simplement rapporté ce dont j'ai été témoin. Vous étiez partenaire. » Wilson cria, sa contenance complètement brisée. « Vous auriez dû fermer les yeux, comme tout le monde l'a fait. Au lieu de ça, vous avez fait en sorte qu'il perde tout, sa pension, sa réputation. Il s'est saoulé à mort à cause de vous. » La douleur brute dans la voix de Wilson resta suspendue dans l'air pendant un moment. Malgré tout, Robert ressentit une lueur de compassion pour le fils qui avait perdu son père à cause de la corruption et de ses conséquences. « Je suis désolé pour votre père, » dit Robert calmement. « Mais ça ne justifie pas de cibler mon enfant. » Le visage de Wilson se tordit. « C'était censé être vous. L'appel est arrivé concernant des motards suspects. Je pensais que c'était vous qui promeniez ce clébard, pas votre gosse. » Au moment où j'ai réalisé, sa voix s'éteignit, réalisant soudain ce qu'il était en train d'admettre. Son avocat lui attrapa le bras. « James cessa de parler maintenant,
mais le mal était fait. Le capitaine Rivera s'avança, faisant signe à 2 officiers qui s'étaient positionnés derrière Wilson. « Officier James Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur mineur, falsification de rapports de police, conspiration en vue de violer les droits civiques et menaces terroristes contre un agent des forces de l'ordre. » Alors que Wilson était emmené, ses anciens partisans fixant avec stupeur ses aveux, Robert se retourna vers la scène où Tyler se tenait, avec Max, la petite main du garçon reposant sur le dos solide du chien. À cet instant, alors que la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres et que l'insigne brillait sur le gilet de Max, Robert entrevit les prémices d'une guérison pour son fils, pour lui-même et peut-être, à terme, pour la communauté fracturée de Riverdale. 3 semaines après la cérémonie de certification, le foyer des Johnson restait assiégé, non pas par des manifestants ou des journalistes, ceux-ci s'étaient pour la plupart dispersés après les aveux spectaculaires de Wilson, mais par les ennemis invisibles du traumatisme et de la peur. Les blessures physiques avaient guéri, le visage de Tyler ne portait plus les plaques rouges et irritées du gaz poivré, mais les nuits au foyer des Johnson étaient devenues un champ de bataille d'un autre genre, marqué par les cris de Tyler alors que des cauchemars l'étreignaient au plus profond de la nuit. « Non, s'il vous plaît, ça brûle. » Les cris résonnaient dans le couloir de leur modeste maison de style ranch, tirant Robert de son propre sommeil agité. Il était sur pied avant même que ses yeux ne soient complètement ouverts, la mémoire musculaire le guidant vers la chambre de son fils, où la veilleuse projetait des ombres incertaines sur les affiches de Star Wars et les étagères garnies de modèles de dinosaures. Max était déjà là, comme toujours, pressé contre le corps agité de Tyler. Le berger allemand regarda Robert entrer, ses yeux intelligents semblant exprimer à la fois de l'inquiétude et une demande d'aide que son entraînement ne pouvait fournir. « Tyler, réveille-toi. C'est papa, tu es en sécurité. » Robert prit son fils dans ses bras, sentant le petit corps trembler de sanglots. Le pyjama de Tyler était humide de sueur, ses boucles collées à son front. « Tu es à la maison, tu es en sécurité. » Progressivement, la respiration de Tyler se stabilisa alors que la réalité remplaçait la terreur de ses rêves. Il serra le t-shirt de son père, le visage enfoui contre la poitrine de Robert. Il était encore là, chuchota Tyler, l'officier Wilson, mais cette fois, il avait une arme au lieu de gaz poivré. Sa voix se brisa, il portait ton uniforme, papa. Robert ferma les yeux devant la douleur que ces mots lui causaient. Le docteur Lavigne, la psychologue pour enfants que Tyler consultait, les avait prévenus de cela, comment un traumatisme pouvait fusionner et se transformer dans l'esprit d'un enfant, créant de nouvelles terreurs à partir de fragments d'expériences réelles. Ce n'était pas réel, lui assura Robert en lui caressant le dos, l'officier Wilson ne peut plus te faire de mal et je ne te ferai jamais, jamais de mal. Mais alors que la respiration de Tyler finit par s'égaliser dans le sommeil, Robert resta éveillé, hanté par la connaissance que son fils associait désormais les uniformes de police, y compris le sien, à la douleur et à la peur. Le symbole même de la sécurité auquel Robert avait dédié sa vie était devenu, pour Tyler, un déclencheur de panique. De l'autre côté de la ville, dans le petit appartement où elle avait emménagé après la mort de sa femme, le capitaine Rivera était assise à la table de sa cuisine, examinant les images de vidéosurveillance du centre de détention pour mineurs. Sur l'écran, Marcus Taylor, 14 ans, l'autre garçon injustement détenu lors de cette journée fatidique, était assis seul dans une salle d'interrogation pendant plus de 4 heures, sans parents ni avocat présents, malgré des demandes répétées. L'horodatage montrait qu'il y avait été retenu bien après l'incident de Tyler, alors même que les images du dépanneur qui le disculpait avaient déjà été découvertes. Rivera se frotta les tempes, luttant contre l'épuisement. L'enquête sur les pratiques du service avait révélé un schéma qui la rendait malade, des dizaines de cas où des mineurs, principalement noirs et hispaniques, avaient été détenus sans que les protocoles appropriés soient respectés, interrogés sans tuteur, forcés à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Wilson n'était pas une anomalie, il était un symptôme de défaillance systémique qui avait été ignoré pendant trop longtemps. Son téléphone vibra avec un texto de Robert. Tyler a fait un autre cauchemar, il faut qu'on parle demain, tôt. Elle répondit par un accusé de réception rapide, puis retourna aux images. Les enquêteurs du ministère de la Justice voudraient que chaque élément de preuve soit correctement documenté. Le décret de consentement qui se profilait à l'horizon de Riverdale allait refondre le service de fond en comble. Une chirurgie douloureuse mais nécessaire pour retirer le cancer de la corruption et des préjugés. Le matin n'apporta aucun soulagement au poids de la nuit précédente. Robert se déplaça mécaniquement dans sa cuisine, préparant le petit déjeuner, ni lui ni Tyler ne mangeraient probablement. Max le suivit du comptoir au réfrigérateur, sensible à la lourdeur de l'atmosphère.
Tyler appela doucement Robert dans le couloir, le petit déjeuner. Aucune réponse ne vint. Avec un soupir, Robert se dirigea vers la chambre de son fils, poussant la porte pour trouver Tyler, déjà habillé mais assis immobile sur le bord de son lit, fixant la photo du pique-nique familial du service de police sur sa table de chevet. Sur la photo, prise 6 mois plus tôt, Tyler était fièrement assis sur les épaules de Robert, Maria se tenant à côté d'eux, sa maladie n'étant pas encore apparente, son sourire rayonnant sous le soleil d'été. « Je ne veux pas aller à l'école », dit Tyler sans lever les yeux. C'était une bataille permanente. Tyler était retourné en classe la semaine précédente, mais chaque jour apportait de nouveaux défis. Les camarades de classe posaient des questions indiscrètes, les professeurs le traitaient avec un mélange maladroit de douceur excessive et de distance nerveuse. Le pire avait été l'exercice d'incendie, où la vue d'un pompier en uniforme avait déclenché une crise de panique si grave que Robert avait été appelé pour le ramener à la maison. « Madame Peterson a dit qu'elle te conduirait à nouveau si tu voulais », proposa Robert. La voisine âgée était devenue une source de stabilité inattendue, sa gentillesse pragmatique apportant à Tyler un ancrage normal. Tyler secoua la tête. « Les autres enfants disent des choses sur toi, papa. » Robert s'assit à côté de son fils, le lit grinçant légèrement sous son poids. « Quel genre de choses ? Que tu vas te faire virer, que tu avais tort à propos de l'officier Wilson. » La voix de Tyler était faible. « Jimmy Miller a dit que son père dit que tout le service va s'écrouler à cause de nous. » L'injustice de la situation frappa Robert comme un coup physique. Son fils de 8 ans portait le poids de conflits d'adultes qu'il n'aurait jamais dû porter. Au centre-ville, Mike Thompson gara sa moto devant le centre de réadaptation, grimaçant alors qu'une douleur fulgurante lui traversait les côtes. Les médecins l'avaient assuré que les fractures allaient guérir, mais à 53 ans, son corps ne se remettait plus comme avant. La blessure subie lorsque Lopez l'avait poussé contre une voiture de patrouille lors d'une vive confrontation verbale devant le palais de justice était un rappel constant de la division qui fracturait encore Riverdale. À l'intérieur, la réceptionniste le reconnut immédiatement. « Monsieur Thompson, le docteur Patterson vous attend. » La séance de physiothérapie fut éreintante, comme toujours, Mike persévéra dans les exercices conçus pour restaurer la mobilité de sa cage thoracique endommagée, la sueur imprégnant son t-shirt alors qu'il luttait contre les limites de sa blessure. « Vous privilégiez toujours votre côté gauche », observa le docteur Patterson en ajustant la position de Mike. « Les muscles protègent la zone, mais nous devons travailler là-dessus. » Mike grogna en effectuant une autre répétition. « Dites ça à mes côtes. »« Je suis plus inquiet de ce que la douleur fait à vos habitudes de sommeil, » répondit le médecin. « L'infirmière a mentionné que vous aviez des maux de tête. » Mike ne répondit pas directement. Le sommeil était devenu insaisissable, non seulement à cause de l'inconfort physique, mais aussi à cause des souvenirs qui refaisaient surface pendant les heures calmes. Le visage de Robert Johnson lorsqu'il avait réalisé que son fils était en danger, l'expression de pure terreur de Tyler lorsque le gaz poivré l'avait atteint, la sensation familière d'être de nouveau en service après tant d'années d'absence. « Le gamin fait encore des cauchemars ?» demanda Mike au lieu de se défendre. Le docteur Patterson autorisa le changement de sujet. « Confidentialité du patient, Mike, mais oui, le SSPT chez les enfants se manifeste souvent par des troubles du sommeil. Il faut du temps. » Après la séance, Mike s'assit dans la cour du centre de réadaptation, faisant défiler les messages sur son téléphone. Les Steel Angels avaient reporté leur randonnée caritative annuelle par respect pour ce qui s'était passé, mais les factures de l'hôpital pour enfants devaient toujours être payées. Une notification apparut, un autre article sur le service de police de Riverdale. Le titre le fit grimacer, « Réforme ou suppression, le chef assiégé fait face au conseil d'examen civil ». La photo d'accompagnement montrait Robert entrant dans le bâtiment municipal, son expression stoïque, mais la tension évidente dans chaque ligne de son visage. De l'autre côté de la ville, à l'école élémentaire de Riverdale, Tyler était assis seul au déjeuner, son isolement à la fois auto-imposé et imposé par la barrière invisible que la tragédie crée souvent. Ses camarades de classe chuchotaient et jetaient des coups d'œil dans sa direction, leur curiosité infantile mêlée aux opinions régurgitées de leurs parents. Max, qui avait été approuvé comme compagnon de thérapie pour l'école, était allongé au pied de Tyler, un îlot de sécurité poilu dans un océan d'incertitude. Madame Abernathy, la conseillère scolaire, observait depuis l'autre bout de la cafétéria, son cœur souffrant pour le garçon qui avait été autrefois parmi les plus populaires et les plus extravertis de sa classe. Elle prit note d'appeler le chef Johnson plus tard, le repli de Tyler s'aggravait, au lieu de s'améliorer, malgré leurs efforts. Au poste de police,
l'atmosphère était empoisonnée. Les agents qui avaient soutenu Robert se retrouvaient ostracisés par ceux qui croyaient que Wilson avait été piégé. Les procédures simples devenaient litigieuses, les affectations de quarts de travail se transformaient en déclarations politiques. Le sentiment de communauté que Robert avait travaillé si dur à construire s'effritait sous le poids des loyautés divisées. Sarah Collins se tenait sur le terrain d'entraînement canin derrière le poste, regardant les autres maîtres chiens travailler avec leurs chiens. L'absence de Max était flagrante. Le nouveau maître chien du service restait avec Tyler à plein temps, son entraînement étant suspendu indéfiniment. Le programme communautaire innovant du chef Johnson, conçu pour établir des ponts entre la police et les citoyens, était devenu au contraire un symbole de tout ce qui avait mal tourné. On dit que le ministère de la Justice va nommer un administrateur extérieur, commenta l'officier Rodriguez en rejoignant Sarah près de la clôture, une prise de contrôle complète. Sarah hocha la tête d'un air sombre. Le décret de consentement n'est que le début, 20 ans de pratiques douteuses ne se corrigent pas avec un pansement. Et le chef ? Sarah ne put répondre. La position de Robert devenait de plus en plus précaire de jour en jour. Le maire, toujours sensible au vent politique, avait commencé à prendre ses distances par rapport à cet « incident malheureux », comme il qualifiait désormais l'agression de Tyler. Même les membres de la communauté qui le soutenaient se demandaient si Robert pouvait diriger efficacement un service aussi profondément divisé. La tragédie n'est pas seulement ce qui est arrivé à Tyler, réfléchit Sarah, ce sont les répercussions, un enfant qui a peur des uniformes, un service déchiré, la confiance d'une communauté brisée et un homme bon pris dans une position impossible entre la justice pour son fils et le devoir envers son serment. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Riverdale, Dorothy Taylor était assise avec son fils, Marcus, sur leur porche. L'adolescent de 14 ans était devenu plus silencieux depuis sa détention injustifiée, son sourire facile remplacé par une lassitude vigilante qui brisait le cœur de sa mère. L'avocat a appelé aujourd'hui, lui dit-elle, le procès civil avance. Marcus hocha la tête sans enthousiasme. L'argent n'effacerait pas les heures qu'il avait passées dans cette pièce, à croire que personne ne viendrait le chercher, que son avenir pourrait disparaître en un instant sur la base de rien de plus que la couleur de sa peau. Le chef Johnson veut nous rencontrer, ajouta Dorothy, pas au sujet du procès, dit-il, il s'agit de réparer les choses pour toi. Plus de police, dit Marcus fermement en se levant de sa chaise, je me fiche de qui ils sont. Alors qu'il rentrait à l'intérieur, Dorothy resta sur le porche, regardant les lucioles commencer leur danse du soir dans la cour. La tragédie de Riverdale ne se mesurait pas seulement en confrontation dramatique ou en échec politique, mais dans ces moments calmes, un adolescent qui ne faisait plus confiance à l'autorité, une mère qui ne pouvait pas promettre à son fils que la justice le protégerait, une communauté où la notion même de sécurité était devenue conditionnelle à des facteurs hors de son contrôle. Le conseil d'examen civil se réunit un mardi matin dans le bâtiment municipal de Riverdale, une solide structure en briques qui avait été témoin des triomphes et des échecs de la ville depuis des générations. La salle de réunion était bondée à craquer, obligeant beaucoup de gens à se tenir debout le long des murs. La climatisation luttait contre la chaleur de trop de corps dans un espace trop petit, créant un inconfort physique qui correspondait à la tension émotionnelle. Le chef Robert Johnson était assis à la table des défendeurs, son uniforme parfaitement repassé, sa posture militaire droite, malgré la fatigue visible gravée sur ses traits. Le capitaine Rivera était assise à côté de lui, un dossier de documents soigneusement rangé devant elle. De l'autre côté de l'allée, James Wilson occupait la position du plaignant avec son avocat, son expression, un masque de préoccupation professionnelle soigneusement construit. Le maire Franklin ouvrit les débats avec une solennité pratique, ses instincts politiques évidents dans la neutralité prudente de ses mots. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour examiner les événements du 12 mai et les actions subséquentes du service. Ce conseil déterminera si les procédures appropriées ont été suivies et formulera des recommandations en conséquence. Au troisième rang, Mike Thompson était assis avec plusieurs membres des Steel Angels, leur gilet de cuir contrastant avec la tenue de ville de la plupart des participants. Derrière eux, Diane Miller et son équipe de tournage documentaient tout. La lumière rouge de la caméra, un rappel constant que les conflits internes de Riverdale se jouaient désormais sur une scène beaucoup plus grande. Tyler était absent. Robert avait insisté pour que son fils ne soit pas soumis à un nouvel examen public. Max, cependant, était allongé aux pieds de Robert, la présence du berger allemand étant à la fois un réconfort et une déclaration. L'avocat de Wilson prit la parole en premier, exposant un récit de malentendus et de réactions excessives. L'officier Wilson a répondu à un signalement de vol sur la base de la description fournie, et lorsqu'il a été confronté à ce qui semblait être un canidé agressif,
il a utilisé la force non létale pour se protéger et protéger le public. L'enquête qui a suivi a été viciée par l'implication personnelle du chef Johnson et un conflit d'intérêts évident. Alors que l'avocat continuait, Robert remarqua Sarah Collins se glisser dans la salle par une porte latérale, son expression urgente. Elle se dirigea vers le capitaine Rivera, lui murmurant quelque chose qui fit hausser les sourcils du capitaine. Rivera griffonna une note et la passa à Robert. Sarah a trouvé quelque chose de gros, gagne du temps, si tu peux. Robert fit un signe de tête imperceptible alors que l'avocat de Wilson concluait, par conséquent, nous demandons la réintégration immédiate de l'officier Wilson et la censure formelle du chef Johnson pour abus de pouvoir. Lorsque ce fut au tour de Robert de répondre, il se leva lentement, ajustant sa veste d'uniforme par habitude. Avant d'aborder les détails des allégations de l'officier Wilson, j'aimerais fournir à ce conseil un contexte qui a été délibérément omis. Il détailla l'histoire du service sous l'ancien chef Edward Wilson, le père de James, et l'enquête sur la corruption qui avait conduit à la démission de Wilson père. Robert parla sans émotion, présentant les faits comme des pièces à conviction dans un casier à preuves, des pots de vin versés par des entreprises locales, une application sélective des lois et, finalement, la falsification de preuves qui avait envoyé 3 innocents en prison. J'étais l'officier qui a découvert et signalé ces violations, continua Robert, non pas par animosité personnelle, mais parce que le serment que nous prêtons n'exige rien de moins. Cette décision m'a coûté professionnellement et personnellement, j'ai été écarté de la promotion à 2 reprises avant que la pression extérieure ne force finalement le service à résoudre ses problèmes de leadership. Wilson se remua inconfortablement sur son siège, la première fissure dans sa façade composée. Mais ce que l'officier Wilson a qualifié de malentendu le 12 mai était en fait le point culminant d'une longue vendetta, affirma Robert, non seulement contre moi, mais aussi contre les réformes que j'ai mises en œuvre pour empêcher le genre d'abus que son père a normalisé. La porte s'ouvrit à nouveau et Sarah Collins rentra, cette fois accompagnée d'un homme âgé dont la posture voûtée et la bouteille d'oxygène suggéraient d'importants problèmes de santé. Un murmure parcourut la salle alors que plusieurs officiers vétérans reconnaissaient l'ancien détective Harold Brennan, qui avait pris sa retraite une décennie plus tôt après 40 ans de service. « J'aimerais appeler le détective Brennan à témoigner », annonça le capitaine Rivera en se levant. L'avocat de Wilson s'y opposa immédiatement. « C'est irrégulier, nous n'avons pas été informés de la présence de témoins supplémentaires. » Le maire Franklin jeta un coup d'œil aux membres du conseil, lisant l'intérêt de la salle. « Je pense que nous pouvons autoriser une certaine flexibilité dans l'intérêt de la vérité. Détective Brennan, veuillez vous avancer. » Avec l'aide de Sarah, le détective âgé se dirigea vers la chaise du témoin. Après avoir prêté serment, il ajusta son tube à oxygène et examina la salle, ses yeux chassieux trouvant Wilson. « J'ai servi avec Edward Wilson pendant 20 ans, commença Brennan, sa voix mince mais stable, je l'ai vu devenir chef, je l'ai vu corrompre tout ce qu'il touchait. Il toussa, un bruit humide et rauque, mais j'ai gardé le silence. Nous l'avons tous fait, la fraternité du service et tout ce blabla. » Il fit une pause, prenant une respiration difficile de sa bouteille d'oxygène. « Il y a 2 jours, l'officier Collins est venu chez moi et m'a posé des questions sur une affaire non résolue de 2005, un incendie à la résidence des Carter sur Elm Street. » Sarah s'avança, déposant un dossier sur la table. « L'incendie de la maison a tué Linda Carter et blessé son fils de 6 ans, qui a été secouru par les premiers intervenants. Ce garçon était Tyler Johnson. » Un silence choqué envahit la salle alors que les implications se précisaient. Robert eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Maria ne lui avait jamais dit que Tyler avait été dans un incendie avant qu'ils ne se rencontrent. Il avait adopté Tyler lorsque le garçon avait 4 ans après avoir épousé Maria. La seule histoire qu'il connaissait était que le père biologique de Tyler l'avait abandonné. « Qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure actuelle ?» demanda l'avocat de Wilson, bien que son client soit devenu livide. Brennan fixa Wilson d'un regard fixe. « James ici c'est, n'est-ce pas, mon fils, dis-lui qui a déclenché cet incendie ?» Wilson se leva brusquement. « C'est absurde, j'étais à peine adolescent quand c'est arrivé. Ton père enquêtait sur Maria Carter pour dénonciation, continua Brennan, imperturbable, elle travaillait chez Riverdale Savings & Loan, elle a découvert que le directeur blanchissait de l'argent qui finissait dans la poche de ton père. » Le capitaine Rivera distribua des documents aux membres du conseil. Ce sont des relevés bancaires montrant des paiements à Edward Wilson provenant de comptes identifiés plus tard dans l'enquête fédérale sur Riverdale Savings & Loan. L'affaire était considérée comme sans rapport avec l'incendie de la maison de Maria Carter, mais la déclaration du détective Brennan suggère le contraire.
Vous ne pouvez prouver aucun lien, interrompit l'avocat de Wilson. La main flétrie de Brennan se leva en tremblant légèrement. C'est là que vous vous trompez. Edward Wilson est venu me voir la nuit précédant l'incendie, il a dit qu'il avait besoin de faire disparaître des preuves le reliant à la banque. Je l'ai aidé à les enterrer. Sa voix se brisa. Le lendemain, la maison de Maria Carter a pris feu, un timing pratique pour une femme sur le point de témoigner auprès des fédéraux. L'esprit de Robert tourbillonnait, les pièces se mettant en place, la peur inexplicable de Maria envers la police lorsqu'ils s'étaient rencontrés, les terreurs nocturnes de Tyler qui étaient antérieures à l'incident du gaz poivré, et Sarah, la connexion se fit soudainement. Tu étais le premier intervenant, dit Robert en se tournant vers Sarah Collins, tu as sorti Tyler du feu. Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. J'étais une recrue, c'était mon premier appel sérieux, je l'ai trouvé caché dans un placard, terrifié. Je n'ai jamais fait le lien avant de voir sa réaction au gaz poivré, la même hyperventilation, la même panique dans ses yeux. La révélation se répandit dans la salle. Le caméraman de Diane Miller zoomait sur Wilson, dont la contenance s'était complètement effondrée. Il ne s'agissait jamais de l'appel pour le vol, n'est-ce pas Wilson, demanda Robert calmement. Tu as reconnu Tyler ce jour-là dans la rue, tu savais exactement qui il était. Je ne savais pas, jamais, balbutia Wilson. Toi et ton père avez surveillé Tyler pendant des années, ajouta le capitaine Rivera en révélant un autre document. Voici un journal des recherches dans la base de données effectuées à l'aide des identifiants de l'officier Wilson, des requêtes répétées sur Tyler et Maria Johnson, remontant à l'époque où le chef a commencé à fréquenter Maria. Le maire Franklin, semblant de plus en plus perturbé, se pencha en avant. Êtes-vous en train de suggérer que l'officier Wilson a délibérément ciblé le garçon dans le cadre d'une vendetta de plusieurs décennies? Pas seulement une vendetta, la voix grave de Mike Thompson porta de son siège, une dissimulation. Si Maria Carter avait témoigné, Edward Wilson serait allé en prison, pas seulement perdu son emploi. Le fils achevait ce que le père avait commencé, faire taire les témoins. L'avocat de Wilson tenta de reprendre le contrôle. C'est de la pure spéculation, reliant des événements sans rapport pour créer un faux récit. Alors, expliquez ceci, dit Sarah Collins en produisant un sac de preuves contenant un téléphone portable trouvé dans le casier de l'officier Wilson lors de notre enquête, un deuxième téléphone personnel non enregistré auprès du service. L'historique des textos comprend des messages à un contact répertorié uniquement comme papa. Rivera en lut un à voix haute, le garçon Carter est de retour dans ma ligne de mire, il ne se souvient pas de moi, une occasion parfaite de terminer ça et de restaurer notre nom. Elle leva les yeux. Envoyé le matin du 12 mai, quelques heures avant l'incident. Un halètement audible parcourut la salle. Wilson se jeta sur le sac de preuves, mais fut immédiatement maîtrisé par deux officiers qui s'étaient positionnés derrière lui. Edward Wilson est mort, protesta son avocat, il ne peut pas se défendre contre ces accusations. En fait, dit Brennan, sa voix devenant plus faible avec l'effort, Edward Wilson n'est pas mort, il est en Floride et vit sous le nom d'Edward Matthews. Je lui ai envoyé de l'argent pendant des années, ma pénitence pour avoir gardé le silence. Sarah m'a montré les textos, j'ai reconnu son style immédiatement. La révélation frappa comme un coup de foudre. Les officiers qui s'étaient rangés du côté de Wilson avaient l'air stupéfaits, leur certitude s'effondrant. Le maire Franklin semblait physiquement malade, calculant probablement les retombées politiques. Robert luttait pour traiter les implications. Maria ne lui avait jamais dit toute la vérité sur son passé, sur le danger qui rôdait encore. Avait-elle su qu'Edward Wilson était vivant? Avait-elle reconnu James lorsqu'il avait rejoint le service? Les questions se multipliaient, chacune plus douloureuse que la précédente. De l'autre côté de la pièce, Dorothy Taylor se tenait avec son fils Marcus. Leur présence rappelait que les actions de Wilson avaient blessé plus que Tyler. Dorothy croisa le regard de Robert et lui adressa un petit signe de tête, reconnaissant que la vérité finissait par éclater, quel qu'en soit le prix. À la lumière de ces nouvelles preuves, le maire Franklin, reprenant ses esprits, déclara « Je crois que cette audience devrait être ajournée le temps que nous consultions le bureau du procureur. Agent Wilson, vous devez remettre votre insigne et votre arme immédiatement. » Alors que la pièce se remplissait d'une discussion chaotique, Robert resta assis, soudainement épuisé. La vérité avait été révélée, mais elle n'apportait aucun réconfort, seulement la confirmation que les blessures qui traversaient Riverdale étaient plus profondes que quiconque ne l'avait imaginé et qu'elles s'étaient envenimées bien plus longtemps qu'il ne le savait. Des mois après que la vérité ait éclaté comme des éclats d'obus au cœur civique de Riverdale,
l'automne peignait la ville de nuances d'ambre et de rouille. Le parc municipal où Tyler avait autrefois été certifié avec Max accueillait désormais un autre type de rassemblement, des tables de pique-nique parsemaient l'étendue herbeuse, décorées de ballons bleus et blancs qui dansaient dans la brise d'octobre. Une banderole tendue entre deux chaînes proclamait « Journée de guérison communautaire de Riverdale où tout le monde est bienvenu ». Le chef Robert Johnson se déplaçait parmi la foule grandissante, non plus en uniforme, mais vêtu d'un jean et d'une chemise de flanelle. Le choix était délibéré, aujourd'hui, il était là en tant que père de Robert Tyler, et non en tant que chef de la police. Sa décision de se retirer temporairement pendant l'enquête avait choqué beaucoup de gens, mais, comme il l'avait expliqué au comité de surveillance civile, la guérison nécessite de l'espace. Le service a besoin de place pour se transformer, sans que l'ombre des événements récents ne plane sur chaque décision. La capitaine Rivera, désormais chef intérimaire Rivera, avait pris les rênes avec sa compétence caractéristique, mettant en œuvre des réformes qui allaient au-delà des exigences du ministère de la Justice. Aujourd'hui, elle supervisait un groupe d'agents qui gérait une série de stands de bienfaisance, des kits d'empreintes digitales pour les enfants, des contrôles de sécurité pour les vélos et une zone de démonstration canine qui attirait beaucoup d'attention. Robert s'arrêta pour regarder Max, désormais chien policier pleinement certifié, démontrer ses capacités de pistage olfactif avec Sarah Collins. Tyler se tenait à proximité, son attitude plus détendue que Robert ne l'avait vu depuis des mois, pas complètement guéri. Le docteur Lavigne les avait prévenus que la résolution du traumatisme n'était pas linéaire, mais qu'il trouvait plus sûrement son équilibre dans un monde qui s'était incliné sous lui. Il y a du monde, commenta Mike Thompson, apparaissant aux côtés de Robert. Le gilet de cuir habituel du motard était absent, remplacé par une simple veste en jean, bien que l'insigne de l'ange d'acier restait visible sur un écusson au-dessus de son cœur. La moitié de la ville doit être ici. Robert acquiesça, observant le rassemblement diversifié, des couples âgés sur des bancs, de jeunes familles étendant des couvertures sur l'herbe, des adolescents aidant à installer le matériel du groupe pour plus tard. Riverdale se réunissait, malgré, ou peut-être à cause des révélations douloureuses qui les avaient forcés à affronter des divisions de longue date. Dorothy Taylor et Marcus étaient venus. Robert les observa, les apercevant près de la table des ressources communautaires. Je n'étais pas sûr qu'il viendrait. Mike suivit son regard. L'argent de la fondation a aidé, j'imagine. Difficile de rester en colère quand les études de votre fils sont payées. La fondation, Justice pour Marcus, avait été le premier acte de Robert après sa démission, un fonds créé avec son avance de pension et complété par des dons de la communauté, dédié à soutenir les victimes d'inconduite policière et à fournir des bourses aux jeunes affectés. Marcus Taylor avait été le premier récipiendaire, bien que Robert ait insisté pour que le don ne soit assorti d'aucune condition, aucune attente de pardon. Ce n'était jamais une question d'argent pour eux, dit Robert doucement. C'était une question de reconnaissance, de vérité. La vérité s'était répandue dans Riverdale comme une inondation purificatrice. À la suite de l'audience, Edward Wilson avait été localisé à Key West, vivant confortablement sous son identité d'emprunt. Des accusations fédérales liées à la fraude bancaire, à l'obstruction à la justice et au complot dans l'incendie criminel qui avait tué Maria Carter avaient finalement été déposées. James Wilson faisait face à ses propres accusations, notamment de tentatives de meurtre et de complot, son procès étant prévu au printemps. Les révélations avaient forcé des remises en question douloureuses au sein du service. Les agents qui avaient soutenu Wilson par loyauté mal placée se sont retrouvés à confronter leur propre complicité dans une culture qui avait protégé la corruption. Certains ont démissionné, d'autres se sont réengagés envers le serment qu'ils avaient prêté, rejoignant les efforts de réforme de Rivera avec zèle et dévouement. « Papa » appela Tyler, accourant avec Max trottant à ses côtés. L'agent Sarah dit que Max et moi pouvons montrer à tout le monde la démonstration de pistage. Robert sourit, notant comment son fils hésitait encore légèrement avant de dire « agent », mais ne tressaillait plus au mot. « C'est super, mon grand, tu t'es beaucoup entraîné. » Tyler rayonnait, son visage illuminé d'un enthousiasme que Robert avait craint de ne jamais revoir. « Monsieur Mike, allez-vous regarder ? Max peut tout trouver, même quand c'est super caché. »« Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, gamin, » lui assura Mike. « Ton partenaire est le meilleur chien de l'État. » Alors que Tyler se précipitait vers Sarah, Robert se tourna vers Mike. « Il vous a appelé Monsieur Mike, c'est nouveau. » Mike haussa les épaules, mais ne put complètement cacher son plaisir de l'acceptation du garçon. Les enfants se remettent plus vite que les adultes, de toute façon. Robert n'en était pas si sûr.
La résilience dont Tyler faisait preuve pendant la journée cédait souvent la place à des luttes plus silencieuses la nuit. Les cauchemars avaient diminué, mais n'avaient pas disparu. Le docteur Lavigne avait expliqué que la guérison prendrait du temps, que le traumatisme s'était ancré à la fois dans l'esprit et dans le corps. Mais en regardant Tyler maintenant, dirigeant Max à travers des pistes olfactives d'entraînement, Robert se permit d'espérer. De l'autre côté du parc, Diane Miller s'installait pour une émission en direct, son équipe positionnant le matériel près du pavillon central. Sa couverture de la crise de Riverdale lui avait valu une nomination régionale aux Emmy Awards, mais, plus significativement, avait forcé la ville à affronter des vérités longtemps enfouies sous sa surface paisible. « Chef Johnson », appela-t-elle en apercevant Robert, ou devrais-je dire Monsieur Johnson maintenant? Puis-je obtenir une déclaration sur l'événement d'aujourd'hui? Robert envisagea de refuser, il avait donné suffisamment d'interviews ces derniers mois, mais reconnut l'occasion de renforcer le but de la journée. Il ne s'agit pas de moi, lui dit-il alors que la caméra tournait. Il s'agit de Riverdale qui trouve un moyen d'avancer ensemble. Les communautés guérissent de la même manière que les gens, en reconnaissant la douleur, en disant la vérité et en s'engageant à faire mieux. Votre fils semble aller bien, observa Diane, pointant vers la zone canine où Tyler aidait maintenant de jeunes enfants à caresser Max sous la supervision de Sarah. Il a de bons jours et des jours plus difficiles, répondit Robert honnêtement. Mais oui, il trouve son chemin. Et le service, la mise en œuvre du décret de consentement, rencontre une résistance de certains côtés. Robert choisit ses mots avec soin. Le changement n'est jamais facile, surtout quand il exige de reconnaître les échecs, mais la chef intérimaire arrivera à ma confiance totale et, plus important encore, elle a des agents engagés à regagner la confiance de la communauté. Alors que l'interview se terminait, Robert remarqua Madame Peterson qui s'avançait lentement vers lui, s'appuyant sur sa canne. À 87 ans, elle restait une force de la nature dans le quartier, son témoignage franc sur le comportement de Wilson envers Tyler ayant eu un poids particulier auprès du conseil d'examen. Robert Johnson, appela-t-elle d'un ton impérieux qui avait intimidé des générations d'enfants du quartier. On a besoin de vous au pavillon, le maire vous cherche, et cet homme n'a jamais pu parler sans un public. Robert gloussa, offrant son bras à la vieille dame. Alors je suppose que nous ne devrions pas le faire attendre. Alors qu'il marchait, Madame Peterson lui tapota la main. Votre Maria serait fière aujourd'hui de ces deux hommes. La mention de Maria envoya une douleur familière dans la poitrine de Robert. La révélation que sa mort, que l'on croyait due au cancer, aurait pu être accélérée par le stress et la peur de son passé avait ajouté une nouvelle dimension à son deuil. L'enquête avait révélé des preuves suggérant qu'Edward Wilson avait continué à surveiller Maria même après qu'elle ait changé de nom et épousé Robert, une présence fantomatique qui aurait pu contribuer à sa réticence à consulter un médecin jusqu'à ce que sa maladie soit avancée. J'aimerais qu'elle puisse voir Tyler maintenant, dit Robert doucement. Comme il a été courageux. Elle voit, lui assura Madame Peterson avec la certitude de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour développer des convictions inébranlables sur les mystères de la vie, et, qui plus est, elle sait que la vérité est enfin révélée, c'est ce qui compte. Au pavillon, le maire Franklin, châtié par ses premières tentatives de minimiser le scandale et luttant maintenant pour sa survie politique, ajustait nerveusement sa cravate. À ses côtés, Dorothy et Marcus Taylor attendaient avec une dignité solennelle. « Ah, chef, Monsieur Johnson », se corrigea le maire. « Nous sommes prêts pour la cérémonie officielle, si vous voulez bien vous joindre à nous. » La foule se rassembla autour du pavillon alors que le maire s'approchait du microphone. « Aujourd'hui, nous consacrons cet espace communautaire comme un symbole de l'engagement de Riverdale envers la vérité, la justice et la guérison. Le pavillon Margaret Simons servira de rappel permanent que le silence face à l'injustice nous nuit à tous. » Margaret Simons, l'institutrice qui avait été la première à signaler ses soupçons concernant l'incendie de la maison Carter, pour être ignorée. Sa tenue de dossier méticuleuse avait fourni des preuves cruciales dans la construction du dossier contre Edward Wilson. Bien qu'elle soit décédée 5 ans plus tôt, son courage serait désormais commémoré de manière permanente. Dorothy Taylor s'avança ensuite, sa voix claire et forte. En tant que coprésidente du nouveau comité de surveillance civile, je m'engage à faire en sorte que ce qui est arrivé à mon fils et à Tyler Johnson n'arrive pas à d'autres enfants à Riverdale. La responsabilité n'est pas une punition, c'est une protection pour tout le monde, y compris les bons agents qui méritent notre confiance. Alors que les applaudissements montaient de l'assemblée, Robert sentit la petite main de Tyler se glisser dans la sienne. Il baissa les yeux et vit son fils regarder les débats avec des yeux graves. « Ça va ?» demanda Robert doucement.
Tyler considéra la question avec la franchise d'un enfant de 8 ans. Maman aurait aimé ça, n'est-ce pas? Les gens qui disent la vérité, même quand c'est difficile. Oui, répondit Robert, la gorge serrée. C'est exactement ce qu'était ta maman. Alors que la cérémonie formelle se terminait, l'atmosphère s'éclaircit. Le groupe commença à jouer, de la nourriture fut servie et la célébration communautaire prit l'air festif qui avait été prévu. Max effectua ses démonstrations parfaitement, avec Tyler comme assistant, gagnant les acclamations des enfants et des adultes. Plus tard, alors que le crépuscule peignait le ciel de bleu profond, Robert était assis sur un banc du parc avec Mike, regardant Tyler lancer une balle à Max dans la dernière lumière. « Tu sais, » dit Mike, rompant un silence confortable, « je pense à rejoindre les forces de l'ordre. » Robert se tourna vers lui avec surprise. « Sérieusement? Après tout ce qui s'est passé ?» Mike haussa les épaules. « À cause de tout ce qui s'est passé. Rivera opère de vrais changements. Le service a besoin de gens qui se souviennent pourquoi l'insigne est important, en premier lieu. » Il jeta un coup d'œil à Robert. « Et toi? Tu reviens. » Robert regarda son fils courir dans l'herbe, riant alors que Max bondissait à ses côtés, un son qu'il avait craint de perdre à jamais à la suite du traumatisme. « Je ne sais pas encore, » admit-il. Pour l'instant, être le père de Tyler est le seul travail qui compte. Alors que l'obscurité s'installait sur Riverdale Park, des lanternes furent allumées le long des allées, projetant des flaques de lumière douce sur le rassemblement. Toutes les blessures n'étaient pas guéries, toutes les divisions n'étaient pas comblées, mais ce soir, en regardant sa communauté se réunir sous des étoiles qui avaient été témoins à la fois de ses échecs et de sa résilience, Robert Johnson se permit de croire à nouveau en la possibilité, en une justice qui pourrait tendre vers la vérité, en une guérison qui pourrait émerger de l'honnêteté et en la force d'un garçon de 8 ans qui avait enseigné à toute une ville le courage. Dans les moments de calme entre les battements de cœur, nous reconnaissons notre humanité partagée. L'histoire de Riverdale, celle d'un garçon innocent, d'un chien loyal et d'une communauté forcée d'affronter ses ombres les plus sombres, nous rappelle que la guérison commence par la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu assez longtemps pour voir les cycles de la justice se plier et se briser, cela résonne profondément. Nous avons été témoins de l'échec des institutions et de l'hésitation des dirigeants, mais nous avons également vu des gens ordinaires se lever avec un courage extraordinaire, comme Madame Peterson, dont la boussole morale inébranlable l'a guidée à travers des décennies de changement. Nous comprenons que notre plus grand héritage ne réside pas dans les politiques ou les positions, mais dans le fait de rester ferme quand cela compte le plus, le courage de protéger nos enfants, de reconnaître les torts, de reconstruire les systèmes brisés. Ce sont les véritables mesures de notre caractère. Alors que nous approchons des dernières années de notre voyage, souvenons-nous qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, pour guérir les blessures ou pour créer la communauté dont nous avons toujours cru possible. Notre sagesse, acquise au fil des années, fait de nous non seulement des témoins de l'histoire, mais ses gardiens les plus essentiels. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo.